Bien le bonjour les anxieuses. Je me fends la gueule parce que je me rends compte que j'ai une mine affreuse. Ah, j'ai pas fumé du shit, calme-toi, hein, j'ai juste 2 enfants en bas âge. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Joe Kelly présente Justice League of America, le tome 2, les petits gars. J'ai déjà fait une review sur le tome 1, vidéo à laquelle je vous retourne si vous ne l'avez pas encore vu. Pour résumer le fond de ma pensée concernant ce tome 1, j'avais trouvé à la fois des axes scénaristiques très intéressants, assez couillus, comme le fait de mettre la Justice League face à un cas de conscience, face à un dilemme, avec notamment le personnage de Wonder Woman qui rentrait en parfaite contradiction avec son lasso de vérité, ce qui était une première. Mais une fin de 1er tome assez confuse, avec un arc euh, plaçant Atlantide et Aquaman au cœur de son action, ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, vous le savez, mais le fait de jouer sur 2 temporalités avec un combat qui se déroule à la fois au passé, au présent, avec énormément de personnages aux propriétés magiques que tu ne connais pas forcément. Tu sais pas, quelles sont, leurs capacités, tu sais pas jusqu'où ils sont capables d'aller, les sorts qu'ils ont en réserve et de ce fait, beaucoup de personnages qui intervenaient aussi sur cette fin de d'arc d'Atlantide là. Le fait qu'on fasse des références, plus ou moins hasardeuses aux chroniques de l'Atlantide, mais sans jamais citer véritablement le travail de Peter David. Enfin bref, il y avait plein de choses qui m'avaient un petit peu déçu. Mais étant donné qu'il y avait des concepts que j'avais trouvé extrêmement intéressants, j'avais décidé de laisser une chance au tome 2 et j'ai bien fait, bordel de merde, parce que ça, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tome 2? On a les épisodes 77 à 93 de la série GLA. La série GLA qui n'est pas la série Justice League of America. GLA, ça veut dire Justice League of America, mais c'est 2 séries bien distinctes. Ah, comment tu veux conseiller les comics à des nouveaux venus quand tu as des concepts aussi compliqués que ceux-là déjà? Un premier épisode, le 77, qui n'est pas signé Joe Kelly pour le coup, c'est une exception, il est signé Rick Veitch. Rick Veitch qui était le scénariste d'Aquaman à la même époque. Je vous rappelle que ça date de 2003 et 2004. Hein. Et on a un artefact très mystérieux qui atterrit sur la Lune, juste à côté de la Watchtower, donc ça tombe bien. Et donc Batman dépêche sur place John Stewart, Green Lantern et Atom pour aller enquêter sur cet objet mystérieux qui semble littéralement tomber du ciel, quoi, pour le coup. Des étoiles plutôt. Et au moment où ils arrivent sur place, Atom il se rétrécit pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'objet afin de l'examiner au mieux. Et Batman demande à John Stewart d'effectuer une analyse avec son anneau. Ce à quoi lui répond John: mais Batman, de quel homme me parles-tu? Parce qu'en réalité, on est face à une menace qui prive tout un chacun de sa mémoire, de ses souvenirs. Et c'est très intéressant parce qu'à son contact, eh bien, on a un Batman qui va littéralement perdre l'usage de la parole, comme s'il revenait à l'état de bébé en fait. On a John Stewart qui va même plus se souvenir qu'il était Green Lantern, qui va plus se souvenir de l'utilité de son anneau. On a un Flash qui va être pris dans un élan incontrôlé et incontrôlable, et qui lui ne va plus se rappeler comment faire pour décélérer en fait, pour ralentir. Donc c'est très très rigolo. D'autant plus que le leitmotiv de cette menace, de cette nouvelle entité, qui vient un petit peu perturber la Justice League, c'est pas uniquement de voyager de galaxie en galaxie pour en détruire tous les mondes et tous les peuples. En réalité, elle a une motivation beaucoup plus personnelle et assez originale pour le coup. Après quoi, on arrive sur l'épisode 78. Et donc là, on rentre dans le dur puisque Joe Kelly revient au scénario. Et on a 2 premières pages qui m'ont fait un petit peu peur, qui laissaient présager le pire, parce que là, on tombe sur du blabla morrisonien à n'y rien comprendre. Ah, je vais vous lire un petit extrait là. Voilà, vous êtes chaud. Vous avez aimé la dernière fois quand j'ai fait ça sur Suicide Squad Blaze. Donc qu'est-ce qu'on lit là? Alors déjà, on a la Justice League en proie avec un truc, on ne sait même pas ce que c'est. Ok, il y a un filet apparemment qui a été créé par John Stewart, mais alors le reste, de la matière noire, on ne sait pas. On est dans l'espace, on ne sait pas. À partir du moment où c'est dans l'espace déjà, c'est compliqué. La matière miroir, capable de réfléchir toute forme d'énergie, y compris la lumière, n'était qu'une théorie jusqu'à l'année dernière. Donc là, matière miroir, qui réfléchit l'énergie, la lumière. Bon, ok, j'assimile. Mais aux surprises,
Ceci la rend non seulement invisible, mais lui donne aussi des propriétés spécifiques en rapport avec l'espace-temps. Oh putain. Là, je commence à sortir les pagaies de mon côté, hein. Je sais pas vous, mais la masse que vous avez interceptée est en train de gagner de la vitesse et génère un front d'onde de mini-tesseract qui la précède. Superman encaisse ses pliures spatiales avec son aplomb habituel. Là, vous m'avez littéralement perdu. On a un dialogue entre c'est Firestorm et Flash ou Atom, parce que c'est en noir et blanc, on voit pas trop bien. Bah, c'est Flash. Tu plaisantes, hein? C'est toi qui as compris qu'on verrait ce truc si on évoluait hors du flux temporel. Par contre, il n'y a pas de mode d'emploi pour transformer une masse théorique en de la banale matière inoffensive. Bah ouais, mais remuer des antiphotons, c'est facile. Quoi? Alors faudrait que les mecs, les scénaristes commencent à comprendre un truc, c'est qu'on n'a pas tous fait un DUT master, bac plus je sais pas quoi, mon cul sur la commode, en physique chimie nucléaire, si tu veux. Moi, je suis bouché, voilà. CAP plus 2. Enfin, non, pas plus 2, mais CAP en 2 années, en fait, voilà. Les antiphotons, la conversion énergie-matière en masse théorique, je sais pas quoi, le rapport à l'espace-temps, les mini-tesseracts, je comprends pas. Je suis désolé, je suis peut-être complètement débile, mais je comprends pas. Et j'ai l'impression de passer pour un con. Tu vois, moi, quand je lis ça, je me dis, putain, dire que tous les autres, tous les copains qui lisent ça, ils doivent bien se foutre de ma gueule parce qu'ils comprennent le truc des mini-tesseracts. Ou alors, est-ce que je suis le seul, est-ce que je suis le seul dans ce cas, ou est-ce que vous, comme moi, vous nagez dans le néant quand vous lisez des trucs comme ça, là, sans déconner. Putain, c'est insupportable. Heureusement, c'est que le début. Ça ne concerne pas l'arc en question. On a la Justice League qui siège dans sa Watchtower, là, sur la Lune, et qui reçoit un appel de détresse d'une très lointaine galaxie. Une planète extraterrestre, cela va sans dire, qui semblerait se faire attaquer par des envahisseurs, par une autre planète. Je la fais court. Et à partir de là, eh bien, on a tout un questionnement, tout un dilemme qui va s'imposer à la Justice League. Et là, on retrouve la petite signature de Joe Kelly, c'est d'avoir toujours des concepts hyper intéressants pour questionner le fonctionnement intérieur de la Justice League. C'était déjà le cas avec Diana en contradiction avec son lasso de vérité. Fallait-il, à l'époque du premier arc que vous avez dans le tout premier volume, fallait-il ramener un enfant enlevé à sa mère dans son foyer et se confronter ainsi à des traditions millénaires concernant un pays et mettre le pays tout entier en danger, en fait. C'était ça, hein, le dilemme qu'il y avait dans le premier volume. Et on a toujours ce genre de concept hyper couillu, hyper intéressant de la part de Joe Kelly. Donc là, par exemple, Batman, il trouve que c'est pas forcément une bonne chose d'aller se pavaner le cul à l'autre bout de l'univers, dans une galaxie qu'on ne connaît pas, aller se mêler d'affaires géopolitiques qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas tous les tenants et aboutissants, et d'autant plus que c'est très loin. Lui, il t'explique qu'il a déjà du mal à gérer Gotham, c'est pas pour aller à Babelwed, quoi, dans l'espace. Mais Diana, eh ben, elle voit pas ça forcément du même œil. Pour elle, n'importe quelle vie dans l'univers se doit d'être sauvée si voilà. Donc tu vois, j'aime bien déjà ces petits questionnements-là, ces petits doutes, ces petites séquences-là où tu vois la Justice League qui parlemente entre elles, en fait. Quoi qu'il arrive, la décision est prise. Ils vont aller sauver ces gens. Et lorsqu'ils arrivent sur place, eh ben, tu te rends compte que les choses ne sont pas aussi manichéennes qu'elles semblent l'être. Ce n'est pas juste des méchants envahisseurs qui menacent une population de gentils petits bonhommes, quoi. Voilà. Ça va au-delà de ça, au-delà de ces simples considérations, parce que Joe Kelly, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, force est de constater qu'à chaque fois, eh bien, c'est très profond ce qu'il écrit, et à chaque fois, il y a des petits retournements de situation, des petites choses qui font que c'est pas aussi simple que ça semble l'être sur le papier. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Et là où il prend littéralement son lecteur à contre-pied, c'est que dès l'arc qui suit, une fois qu'on revient sur Terre, eh bien là, on va être carrément plongé dans l'Amérique profonde. Donc là, on est à des années-lumière, sans mauvais jeu de mots, de ce qu'on a eu l'épisode d'avant. Là, on revient clairement sur Terre, avec une affaire on ne peut plus américano-américaine. Ça parle de mouvements sectaires, entre guillemets, de micro-sociétés qui vivent en marge de la vraie société. Ça parle de groupes de super-héros très américanisés, très patriotes, peut-être même fricotants avec l'extrême droite. Enfin voilà, ça parle de sujets extrêmement factuels, extrêmement réalistes, et on est clairement à l'opposé de ce qu'il y a eu juste avant.
Je regardais juste si j'avais encore assez de batterie pour tourner cette vidéo. 10 minutes déjà. Putain, j'arrive pas à faire des vidéos courtes, c'est un problème, quoi. C'est un problème. Cet arc-là est très sympathique, mais c'est pas celui qui m'a le plus bluffé. Moi, celui dont je veux à tout prix vous parler aujourd'hui, c'est l'arc qui vient juste après, qui commence à l'épisode 84. Bam! Et qui, d'ailleurs, a donné son nom au volume tout entier, l'épreuve du feu. Celui-ci, il est absolument génial. Ça fait partie des meilleures histoires que j'ai lues concernant la Justice League. Ah, j'y vais plein pot. Ah, j'ai pas peur de le dire. Pour résumer rapidement le pitch de départ, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sur Terre, tout rentre dans l'ordre. Des salopards se suicident aux quatre coins de la planète. Les criminels incarcérés dans l'asile d'Arkham se repentent de leurs crimes. C'est-à-dire que tu as quand même une page où tu vois le Joker qui pleure en se remémorant tous les enfants qu'il a assassinés dans sa vie. Double Face qui se remet en question. Bref, tous les gens qui véhiculent le mal se remettent en question, se suicident. On a un accord de paix qui est signé en 2 heures dans un café entre Israël et la Palestine. Bam! Alors, c'est pas Israël et la Palestine dans le bouquin, c'est juste que voilà, c'est des pays, c'est des allégories, hein, c'est des pays fictifs qui ont été inventés pour les besoins du scénario. Mais très clairement, tu reconnais Netanyahou là, Benjamin Netanyahou, et tu reconnais le chef d'État palestinien, dont j'ai bouffé le nom. Et puis d'autant plus que voilà, tu vois derrière au niveau de la foule que ça concerne des musulmans et des juifs, quoi. Donc du coup, là où c'est hyper étrange, c'est que d'un coup d'un seul, d'un claquement de doigts, je sais pas claquer des doigts, j'ai jamais su. D'un coup d'un seul, d'un claquement de doigts, eh bien, on a des problèmes qui se règlent comme ça partout dans le monde. La paix au Moyen-Orient. Et là, on ne parle pas d'un accord de paix minable qui va sauter au bout de 2 semaines parce qu'Israël sera allé bombarder la Palestine ou qu'il y a un Palestinien qui se sera fait sauter en Israël. Tu vois. On ne parle pas d'un truc qui va pas tenir dans le temps. Non, on en parle d'un truc qui va être fondateur pour les 2 pays et qui va vraiment durer, quoi. Tu vois, on parle de faire travailler les armées ensemble des 2 nations, etc. Enfin, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans le monde. Forcément, ça va mettre la puce à l'oreille de la Justice League. Et tu vois, le concept, pourquoi, une fois de plus, il est hyper cool. Parce que bon, tu te doutes qu'il y a une entité, un télépathe ou quelque chose comme ça qui agit dans l'ombre. Mais si jamais c'était le cas, parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vous révélerai rien parce que vraiment, c'est génial. Il faut à tout prix que vous lisiez ça. Quoi qu'il arrive, même s'il y avait une menace qui se cachait dans l'ombre et qui attendait de frapper, qui voulait peut-être affaiblir notre planète pour pouvoir frapper en beauté, enfin bref, j'en sais rien, j'imagine des choses. Même s'il y avait une menace, un super vilain qui se cachait dans l'ombre, à l'origine de tout ça, faudrait-il le combattre, du coup? Vu qu'il semble vouloir à tout prix ramener la paix sur Terre. Ou faudrait-il accepter finalement sa supériorité et le laisser faire? Ou faudrait-il considérer que, eh bien, que quand chacun de nous réside notre propre libre arbitre et notre propre liberté individuelle, en fait, il faudrait se battre pour ça? C'est un petit peu le propos de fond d'Injustice, hein, quand tu regardes bien. Dans Injustice, c'est voilà, Superman qui décide d'imposer une dictature mondiale pour que les choses aillent mieux et pour que la paix règne enfin sur le monde. Faut-il le suivre? Ou alors faut-il se ranger derrière Batman pour combattre, pour que chacun puisse retrouver sa propre liberté de penser, en fait? C'est ça le débat, quoi. Moi, je suis team Superman, si vous me demandez, vous le savez. Je suis team Superman à 200%. Si une dictature mondiale permet d'éviter la famine, d'éviter la guerre, et que tout aille bien dans le meilleur des mondes, bah, je suis pour une dictature mondiale. J'ai aucun problème avec ça. Bref, si ça peut éviter des gros problèmes. Voilà. Alors qu'en est-il? Je vous laisserai découvrir tout ça. C'est absolument incroyable. Les petits gars, j'ai kiffé. C'est une des meilleures histoires de Justice League que j'ai pu lire, cette épreuve du feu là. Ça mériterait très clairement d'avoir une adaptation en animé, tu vois. On a eu Justice League Doom qui était l'adaptation par exemple, de la Tour de Babel. On a eu des choses beaucoup moins bien. On a eu pas mal d'adaptations animées de Justice League. Ça en mériterait une. Parce que c'est génial, c'est incroyable. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a des petits bémols. Un petit bémol qui est propre à l'écriture de Joe Kelly, malheureusement. C'est qu'en termes d'enjeu, il veut souvent placer la barre extrêmement haute. On l'avait vu avec l'arc concernant Atlantide. Il veut
souvent placé la barre très très haute. Malheureusement, ils ne se donnent pas les moyens d'y aller et c'est très vite désamorcé dans le sens où il n'y a pas de répercussion derrière. Par exemple, et là je vais spoiler un petit peu le tome 1 très rapidement, désolé si vous n'avez pas lu le tome 1, ça va durer 30 secondes. Dans l'arc d'Atlantide, on t'explique que c'est la sécheresse ultime sur Terre, que la Terre va mourir, que des milliards d'êtres humains qui n'ont plus d'eau au robinet vont crever, déshydratés. Et au final, en une journée, c'est réglé et personne n'est mort. Voilà. Fin du spoil. Et bah là, j'ai un peu le même problème. C'est-à-dire que on te parle de ce genre de choses. Bam, champignon atomique, sa mère. Waouh, ça décoiffe. Bah je sais pas, mais ça doit décoiffer. Mais au final, est-ce que cette explosion nucléaire va avoir de réelles répercussions sur notre monde? Est-ce que ça va forcer la Justice League à se remettre en question? Ça va peut-être pas suffisamment au fond des choses. Cela dit, ça reste bourré d'action, ça reste hyper engageant de par son propos de base. Voilà, c'est très haletant, extrêmement bien construit. Alors, on peut trouver peut-être la narration un peu hachée. Selzer me l'avait dit sur la vidéo précédente, et je le rejoins à fond les ballons. C'est haché, dans le sens où on va te parler de telle ou telle personne. Vu qu'il y a beaucoup de personnages, on est toujours sur des récits collectifs, donc il y a beaucoup de personnages, beaucoup de contexte, beaucoup de mini-intrigues. Et en fait, on va te parler déjà de tel groupe de personnages, hop, avec un mini-arc, un autre personnage après avec un mini-arc, encore un autre personnage avec un mini-arc, etc. etc. Et ça va très vite à chaque fois, et donc du coup tu passes du coq à l'âne entre guillemets, même s'il y a toujours ce fil rouge qui se dégage, hein, mais tu passes un petit peu d'intrigue en intrigue, de sous-intrigue en sous-intrigue plutôt, et il y a ce côté un peu haché effectivement, où tu as l'impression qu'à chaque fois que tu as fini un mini-arc concernant un groupuscule ou un personnage, tu as l'impression que ça se termine par un mini cliffhanger, tu sais, genre tam tam tam, tu sais, ça limite ça résonne dans ta tête le truc. Ça ralentit en rien l'action en fait, donc moi ça m'a pas dérangé. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Donc vraiment le seul bémol que j'ai, c'est au niveau des enjeux où après après, on pourrait justifier ça par le fait que, bah, la Justice League, elle travaille. C'est normal qu'il y ait pas tant de morts, qu'il y ait pas tant de blessés. C'est pour ça qu'elle est là, la Justice League, c'est pour sauver les gens. Si à chaque récit, il y avait 3 milliards de morts, et à un moment, il y aurait plus personne à sauver, tu vois? Ouais, il y a peut-être un juste milieu à trouver, tu vois? Quoi qu'il arrive, c'est du début à la fin, quels que soient les arcs scénaristiques, quels que soient les issues, c'est extrêmement bien écrit. On a une finesse inouïe en termes de dialogue, c'est croustillant. Euh, et on a des liens très infimes qui sont tissés d'arc en arc. Et là est toute la magie de Joe Kelly. Des liens qui ne sont pas forcément visibles du premier coup d'œil, mais qui te seront rappelés quoi qu'il arrive tôt ou tard. Et qui vont se servir. Des choses extrêmement infimes placées ici et là, que Joe Kelly va te ressortir beaucoup plus tard. Parfois c'est sur le long terme. Et là, bam, ça va te péter à la gueule, quoi. Je pense notamment au traitement d'un personnage qu'on avait laissé à la fin du tome 1, parce qu'il faut savoir que cette équipe de la Justice League, elle a quelque chose de très organique. Elle vit. Il y a un noyau dur, composé de Flash, Wonder Woman, Batman et Superman, évidemment. Mais autour de ce noyau vont venir graviter plus ou moins d'autres personnages. Et en fait, voilà, c'est une équipe qui vit, qui est constamment en mouvement. Il y a des gens qui arrivent, qui repartent, qui reviennent. Et c'est le cas d'un personnage qu'on avait laissé avec un statu quo bien défini à la fin du tome 1, qui revient de manière complètement imprévisible dans cet arc-là, le règne du feu. Et c'est un coup de génie de la part de Joe Kelly, parce qu'il y avait un petit détail qu'il avait écrit concernant le personnage à la fin du tome 1, qu'ici il va carrément réutiliser. Je trouve ça génial. Vraiment, ce travail sur le long terme, là, avec des tout petits indices, des tout petits détails comme ça, c'est tout simplement excellent. Voilà, alors je pense que j'ai fait le tour. On va parler du dessin. Bah, c'est un peu le même constat que sur le tome 1. Il y a à boire et à manger. Voilà. Il y a, il y a du très très bon vin et il y a du gratin dauphinois Findus micro-ondable. Il y a à boire et à manger.
Tu m'emmerdes, je suis fatigué. Me demande pas de trouver des métaphores à cette heure-là, s'il te plaît. T'as du... Comment il s'appelle? J'ai bouffé son nom. Alors, t'as plein de dessinateurs. T'as Duncan Rouleau, t'as Chris Cross. On dirait le nom d'un groupe de métal. Duncan Rouleau, voilà, c'est... Ah, c'est le gratin dauphinois. Plus gros les bras, je pense. Plus gros. T'as évidemment le dessinateur principal qui est Doug Mahnke. Et Doug Mahnke, c'est clairement celui qui s'en sort le mieux. Même si, je le répète, c'est pas le Doug Mahnke que vous avez pu connaître dans Blackest Night ou plus récemment, entre guillemets, dans les Green Lantern New 52. C'est du Doug Mahnke... je sais pas s'il est à son plus bas niveau, mais à un niveau en tout cas plus bas que ce à quoi il nous a habitués par la suite. Ça fait le boulot, mais c'est pas... peut mieux faire. Voilà, peut mieux faire. Mais c'est quand même celui qui s'en sort le mieux, parce qu'il y a des choses absolument atroces. Et comme c'était le cas dans le tome 1, bah ça se répète ici dans le tome 2, c'est sur les épisodes de fin de bouquin où on a le travail le plus exécrable. Alors je suis désolé, j'ai pas envie de manquer de respect au mec, qui s'appelle Tan Eng Huat. Me regarde pas comme ça, le Vietnamien et moi, ça fait deux, t'imagines bien. Je pense qu'il est vietnamien d'ailleurs. Mais c'est pas possible. Non, c'est juste pas possible. Faut que je vous trouve une page là qui parle d'elle-même. C'est mort. C'est mort. Les mecs, t'as l'impression qu'ils sont tous octogénaires. Il leur fait des rides partout. Il leur fait des rides sur le nez, sur le front. Il leur fait les joues creusées. Ou des yeux tout ronds comme ça et qui regardent devant. Comme ça. Les mecs sont comme ça. Les mecs sont comme ça. Faut que j'arrête de faire ça trop longtemps. Ça. Putain. Regardez Flash, anorexique, plus que jamais. Mamie Diana. Là, on avait Mamie Nova, maintenant on a Mamie Diana. Voilà. Superman, il est comme ça. Dites voir les petits gars, est-ce qu'on devrait agir vite ou est-ce qu'on devrait encore attendre et réfléchir un peu? Il est comme ça, le gars. T'as l'impression que tu parles comme ça, le gars. Non, là, il y a un moment, stop, les gars. Putain, ça se vend, ça. Je veux dire, vous l'offrez pas aux gens, ça. Vous le vendez. Alors, un peu de respect, bordel. Moi, j'ai pas envie de manquer de respect au dessinateur. Mais bon, le gars, il est pas fait pour ça. Qu'il aille faire la vaisselle dans un restaurant, je sais pas. Je suis désolé, mais... Non, mais... Ou alors, peut-être que le mec, il excelle dans d'autres genres. Hein. Peut-être que vous allez me sortir un autre truc qu'il a fait, qu'il a dessiné, qui était incroyable. Parce qu'il est peut-être tout simplement pas fait pour les super-héros, c'est tout. Mais là, clairement, faut arrêter, quoi. Les mecs, ils ont un nez au milieu du nez. Je te jure que les mecs, ils ont un nez au milieu du nez. Ils ont deux nez, les gars. En plus, ça arrive sur un arc qui, une fois de plus, a un côté très novateur dans ce qu'il propose, dans la trame de fond, enfin, dans le propos, en fait. Mais qui est pas des plus marquants pour le coup. Une fois que vous avez passé le règne du feu, en fait, après, ça retombe. Faut le dire, une fois que... Le règne du feu, c'est le plat de résistance dans le volume 2. Hein. C'est quand on parle quand même d'un arc qui s'étale sur 6 issues. Donc, c'est peut-être pas la moitié du bouquin, mais en tout cas, ça représente quand même une part non négligeable. C'est clairement l'arc le plus balèze du bouquin, hein, très clairement. C'est pour ça que le bouquin a son nom. Et une fois que vous avez passé l'épreuve du feu, ben après, ouais, ça va retomber, hein, forcément. Hein, voilà. Donc, j'attends le tome 3. Mais en tout cas, j'ai bien fait d'aller sur ce tome 2 parce que c'est une lecture absolument géniale. Et j'ai commencé à feuilleter le tome 3 tout à l'heure. Et putain, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai constaté que le premier arc qui ouvrait ce volume 3, c'était le fameux What's so funny about the truth, justice and the American way, que vous connaîtrez plus probablement sous le terme Superman contre l'élite. Voilà, parce qu'il y a eu une adaptation animée de ce comics. Comics que j'avais déjà lu pour ma part dans le Superman Anthology chez Urban Comics, donc je le connais parfaitement. J'adore cette histoire. Et là, j'ai tilté. J'ai dit, putain, c'est Joe Kelly qui a écrit ça. Voilà, une fois de plus, concept béton. Le mec, il arrive, il a toujours des concepts ultra percutants, quoi. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Rien que pour le règne du feu, il y a un avion qui passe, je suis désolé, mais de toute façon, c'est la fin de la vidéo. Rien que pour le règne du feu, les petits gars, rien que pour cet arc magistral, je vous invite à vous offrir ce volume 2. Est-ce qu'il y a des répercussions? Ouais, il faudra vous offrir le volume 1 aussi. Ça ne fait pas partie, malheureusement, de ces collections où tu peux prendre un bouquin indépendamment d'un autre. Là, malheureusement,
concernant notamment un personnage qui est très important, qu'on laisse à la fin du tome 1 et qui revient dans le tome 2 un peu plus tard. Concernant ce personnage, là, il faut avoir lu le tome 1 pour avoir vraiment tous les tenants et aboutissants et pour savourer au mieux le travail de Joe Kelly, le travail qu'il opère sur le long terme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Caractérisation des personnages aux petits oignons, j'ai rien à redire. La Justice League qui agit comme un seul homme, ça fait plaisir. Bien que je le répète, voilà, c'est une équipe qui soit jamais vraiment totalement, comment dire, figée dans le marbre, quoi. Peut-être que dans le volume 3, il y aura encore d'autres personnages qui vont venir s'agréger à cette équipe et j'attends que ça. Tant qu'on ne la dénature pas complètement, évidemment. Mais voilà, et ça propose de multiples enjeux complètement différents. On peut avoir les pieds sur terre dans une Amérique très, très white power, quoi, on va dire. Dans une Amérique très puritaine, dans une Amérique très, très américanisée, quoi. Je sais pas comment dire ça, dans une Amérique très white anglo-saxon protestant, là, très WASP. Et puis l'épisode d'après, partir complètement dans l'espace, etc. Par contre, il y a toujours un propos de base qui est hyper engageant à chaque fois. Allez. Vendu ou pas vendu, dites-le moi dans les commentaires. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, évidemment. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour le tome 3. Je vais faire une petite pause avant parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que je mets pas mal de temps entre chaque vidéo en ce moment. C'est que c'est des bouquins de 416 pages. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça coûte 35 balles. 416 pages, du coup, voilà, ça demande quand même un petit peu de temps de lecture. Donc, c'est pour ça que les vidéos, elles n'arrivent pas tout de suite. Mais là, je vais faire une petite pause sur le Nightwing Infinite tome 3. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense très prochainement. Voilà. Et puis, rapidement, après, je conclue définitivement cette vidéo qui n'a que trop duré. J'ai terminé l'intégralité des lectures solo, je dis bien solo, sur le personnage d'Aquaman de l'âge de bronze entre 1970 et 1985. Donc, la vidéo arrive très bientôt. Voilà. Allez, ciao les zingues!